Bonjour mes amis intuitifs. Alors, si je vous dis police ou policier, alors peut-être vous allez penser à une série policière, à des polars. Moi, je suis passionné de polars. Tout de suite, je penserai à des polars. Si je vous dis médium, alors là, médium, on est dans un autre registre. Vous allez penser au médium du test de Stéphane Alix, peut-être. Et si je vous dis guérisseur, moi, je penserai à Lalouf, un guérisseur de mon temps qui avait guéri ma mère. Alors, si je vous dis un policier, un flic qui est guérisseur, qui est médium et guérisseur, alors là, ça, effectivement, c'est quand même un parcours qui est hors du commun dans la mesure où c'est vrai, on peut dire que la police, enfin l'administration de la police n'est quand même pas très ouverte à l'invisible. Alors j'ai avec moi justement ce flic médium et guérisseur, Patrick Moreza. Bonjour Patrick. Bonjour Sylviane. Ah ben écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que vous êtes très très sollicité, vous n'avez pas beaucoup de temps et vraiment j'ai été passionnée par quand j'ai écouté une conférence que vous aviez donnée à Toulouse en 2021, si je ne m'abuse. Et puis par Florinette, c'est par Florinette que je vous ai connu, j'aime beaucoup Florinette. Alors je suis ravie. Alors, si c'est pour avoir un petit ordre, hein, parce que c'est vrai que vous avez un parcours hors du commun, ça. Alors, on va attaquer le policier, après on verra le médium, et puis après, si vous êtes d'accord, on verra le guérisseur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel? Alors moi, je suis rentré à l'école d'enquêteur de police en 1988, en avril 1988, et j'avais 26 ans. Auparavant, j'avais eu un autre parcours professionnel dans la marine nationale et dans le privé. Donc 10 ans auparavant, j'avais déjà travaillé et j'avais commencé à l'âge de 16 ans. Donc à 26 ans, j'intègre l'école d'enquêteur de police à Saint-Malo et à l'issue d'une scolarité de 8 mois, j'ai intégré ensuite dans la police judiciaire à Paris et notamment le service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne. Donc, durant les 2 premières années, j'ai été affecté dans un groupe d'enquête générale. Et à l'issue de ces 2 années, un commissaire de police, il trouvait que je travaillais bien, donc j'ai été affecté au groupe criminel du SDPJ 94. Et j'ai passé 6 ans dans ce groupe-là. La police, là, c'est les crimes, c'est ça? C'est ça, c'est les C'est crimes, les oui. crimes. Donc là, nous avions toutes les affaires du Val-de-Marne. Donc, pour tout le département, nous étions compétents sur le Val-de-Marne. Voilà. Tous les crimes, donc, tout ce Tous qui se les passe. crimes, Voilà, tous les voilà. crimes. D'accord. Et les crimes les plus importants étant pris par la brigade criminelle de Paris. Voilà. Mais Ah bon, bon? oui, Alors, là, je fais une parenthèse, c'est-à-dire que les crimes les plus importants, c'est automatiquement, ça partait à Paris. ça partait à Paris, à la crime Paris. Voilà. D'accord. Dans les affaires où il y a des politiques ou des gens importants ou des affaires de grand banditisme et autres, dont là, c'est la brigade criminelle de Paris qui a un rayon d'action plus important et surtout en effectif, ils sont plus nombreux. D'accord. Puisque nous, au groupe criminel du 94, nous étions 7. Enfin, à l'époque 10, après nous sommes tombés à 9 et à 8. Quoi. D'accord. Bah, c'était pas beaucoup, hein, pour tous les C'est crimes. pas beaucoup pour un département quand même. Hein. Oui, Bon, c'est ça, voilà, c'est ça. voilà. Donc après, vous êtes dans le 94, mais après, vous allez au 36 qui a des orfèvres. Voilà, Non, donc, avant, vous faites le terrorisme, antiterrorisme, c'est ça? alors non, c'est quand j'arrive en fin de compte, je fais un stage d'immersion à la brigade criminelle en décembre 1996 et durant mon stage, il y a l'attentat de Port-Royal. Ah oui. Dans la brigade criminelle, ils étaient déjà 120 à l'époque, c'est-à-dire section antiterroriste et section de droit commun, il y avait 120 personnes et avec les administratifs. Donc, à l'issue de mon stage, eh bien, j'intègre la brigade criminelle de Paris. Et comme je suis enquêteur, ils ne prenaient pas d'enquêteur à l'époque, la condition, c'est que j'aille d'abord à la section antiterroriste. Là, j'entends un petit bruit, là, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un petit bruit de fond, je ne sais pas. Ah, voilà, là, Ah, voilà. bon, Donc, j'intègre donc la section antiterroriste oui. en décembre 1996. Juste après l'attentat de Port-Royal. Pendant l'attentat de Port-Royal. D'accord, d'accord. Voilà. Donc vous avez travaillé là pendant combien de temps? Alors, la section antiterroriste, j'y suis resté 2 ans et demi. Oui. Et ensuite, j'avais demandé, moi, à intégrer le groupe de droit commun. Et comme j'avais rempli on va dire, mon devoir en quelque sorte, là, j'ai pu aller en enquête de droit commun, mais toujours au sein de la brigade criminelle. Et quand est-ce que vous allez au 36 qui a des orfèvres?
Ah, mais c'est en 1996, décembre Ah, 1996. La brigade criminelle est scindée en deux entités, section antiterroriste et section de droit commun. Voilà, donc vous étiez chez les terroristes, enfin antiterroristes, et après vous êtes passé au droit commun. au droit commun. C'est ce que vous préférez en réalité. C'est ce que je préfère, puisque les affaires enfin, d'attentats, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup bon, déjà, les magistrats sont énormément sollicités ben, par le pouvoir politique, hein. Tout le Ouais. monde a une grosse pression sur des enquêtes comme ça. Que sur des enquêtes de droit commun, bon, si la personne n'est pas trop connue, on peut travailler plus Plus tranquillement, librement, vous voulez dire. librement, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes au Quai des Orfèvres, mais après, vous avez encore fait autre chose Après le Quai des Orfèvres, eh bien, en 2011, en juillet 2011, j'ai été affecté à la criminelle du SRPJ de Toulouse. de Toulouse. Voilà, Donc, où j'ai terminé ma carrière. Voilà, vous avez terminé votre... Donc, vous êtes, entre guillemets, à la retraite, et c'est là qu'on va passer à la médiumnité, ça, si vous voilà, c'est ça. permettez. Alors, effectivement, quand on dit police et médiumnité, bon, alors il y a eu des films américains. Bon, moi, je suis une passionnée de polar, alors évidemment, puis de films policiers. Alors, il y avait je ne sais plus comment elle s'appelait, je sais plus quoi, Dubois, une qui participait avec les policiers américains, bon, qui sont pas non plus très ouverts à l'invisible, il faut dire les choses Oui, comme elles oui. sont. Alors, voilà, question qui me titille dès que j'ai entendu parler de vous, mais comment on peut, ou, alors, comment on peut concilier le métier de policier avec la médiumnité? Mais disons, dans les premières années, notamment quand j'étais à Créteil, au départ, je ne le disais pas, mais moi, j'avais des ressentis depuis l'âge de 7 ans. Donc, si vous voulez, en 1995, juste avant que j'arrive à la Crime Paris, j'ai commencé à pratiquer l'écriture automatique. Donc, D'accord. le contact avec les défunts. Et peu de temps après, je suis passé à l'écriture intuitive. Donc, en étant à la criminelle de Créteil, j'avais des ressentis sur les scènes de crime, je sentais la présence des défunts et je captais des choses. Mais ce que je captais le plus, c'était au cours des interrogatoires. Voilà, j'avais cette facilité de pouvoir, en quelque sorte, rentrer dans les gens, si vous voulez, de percevoir à un moment comment il fallait que j'aborde les questions, quelquefois où il fallait me taire, justement. Vous voyez, j'avais cette facilité et dont les gens s'en sont aperçus puisque j'étais le moins gradé du groupe, mais c'est souvent moi qui faisais les auditions des mises en cause, des meurtriers. Mais on ne savait pas que vous étiez médium, vous n'en parliez pas. J'en parlais qu'avec certaines personnes. J'en n'en parlais qu'avec certaines personnes. Bon, voilà. Les plus proches du groupe criminel, ils le savaient. À Ah, cette il le époque, savait. ils Alors, le savaient. pour revenir à la médiumnité, vous dites que c'est à 7 ans que vous avez eu des contacts, enfin vous vous êtes rendu compte que bon, il y avait... Ça s'est passé comment? Parce qu'avant 7 ans, vous n'aviez eu aucune intuition, ce que j'appelle une intuition supersonique. Non, Ouais. Non, non, rien. non, non. Tout a commencé à 7 ans. À Est-ce qu'il y 7 a, ans. il y a eu un événement ou quelque chose qui a fait que... Eh bien, à 7 ans, j'ai commencé à avoir des choses qui me faisaient peur. Je voyais des visages qui m'apparaissaient. Donc, ça a été compliqué jusqu'à l'âge de 16 ans, jusqu'à l'âge où je parte dans la marine. Là, j'étais embêté, vraiment embêté par des entités qui passaient, qui me, enfin, j'avais des nuits compliquées, très compliquées, Sûrement agité. très agitées, ouais. Alors, ça se passait comment? Vous étiez tout seul ou vous Ah, aviez j'étais un tout appui? seul, non, non, j'étais tout seul dans ma chambre, donc je sentais des présences quelquefois, je sentais même des pas, vous voyez, sur la moquette, j'entendais légèrement, de légers frottements sur la moquette, et même quelquefois comme si quelqu'un s'asseyait sur le lit ou montait sur le lit. Donc je sentais le lit s'affaisser, vous voyez, alors que Et je vous, dormais pas, quoi. oui, ça, je me doute. Et vous pouviez en parler? Vous aviez des personnes de Mais votre famille? ma mère me croyait, mon père non, il croyait pas à toutes ces choses-là. Donc ça a été vraiment compliqué. Ça a été vraiment compliqué. Donc je me suis renfermé beaucoup sur moi-même et je dirais mes relations d'adolescent ont été compliquées parce que j'étais très renfermé quand même, puisque en fin de compte personne ne vous croit Ah oui. et voilà et vous êtes seul à vivre ces problèmes-là. Alors, c'est important que vous abordiez ça parce qu'il y aura des personnes qui verront, hein, et qui peut-être ont des enfants
qui ont des enfants, qui voient des choses, hein. On dit, mais oui, c'est un personnage imaginaire. Alors, des fois, c'est vrai. Des fois, Oui, c'est des vrai, fois, c'est c'est un vrai. personnage imaginaire, mais des fois, ça ne l'est pas, hein. Et moi, j'ai ma petite fille qui, parfois, voit des trucs. Bon, mon fils est quand même, lui, il y croit, ma belle-fille aussi et ma fille aussi, enfin, on y croit. Mon père, non, il était comme votre père, alors là, c'est un ancien flic aussi, mais alors pur et dur, lui, alors pas l'invisible, c'était vraiment des grosses bêtises, hein, pour lui. Mais je veux dire, c'est important parce que il y a un mal-être chez l'enfant. Vous êtes 100 ans, 7 ans, on est un enfant, puis Tout vous à fait. grandissez. Ça a dû vous isoler, comme vous dites. Et puis bon, c'est vrai, les gens ne vous croient. Est-ce que vous disiez à vos copains? Est-ce que vos copains se rendaient compte? Comment ça se passait avec vos copains à ce moment-là? Non, j'en parlais pas. J'en parlais déjà qu'à la maison. Déjà, mon père me croyait pas. Et puis, il me criait un peu dessus parce que, naturellement, dès que j'entendais du bruit, j'allumais la lumière. Donc, souvent, je m'endormais la lumière allumée. Donc, quand il allait au WC, ça l'agaçait de toujours trouver ma chambre allumée, quoi. Voilà, naturellement. Oui, oui, vraiment, ça n'a pas dû être facile pour vous, hein. Non, non, ça n'a pas été facile. Et puis, ça m'attaquait même, hein. J'étais attaqué par la suite. J'étais attaqué. Donc, Qu'est-ce que c'est attaqué? c'est-à-dire, les entités, en fin de compte, essayent de rentrer en vous. Donc, ça me paralysait, je ne pouvais pas crier, j'étais comme paralysé. C'est comme si quelqu'un de 100 kilos se jetait sur moi et je ne pouvais pas crier, ni rien, ni quoi faire. Et après, j'ai beaucoup fait de cauchemars. Vous voyez, je faisais des cauchemars, c'était très compliqué. Ah bah oui, dites donc. Alors, donc, là, à 16 ans, vous partez à la marine. Ça a continué? Voilà. Vous Non, voyagiez? alors dans la marine, ça s'est arrêté. De l'âge de 16 ans à 22 ans, ça s'est arrêté. J'ai su par la suite par des médiums qui m'ont dit, comme j'étais embarqué, j'étais au milieu de l'eau, ça coupait les effets. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Après, Oui. voilà. Mais de 16 à 22 ans, ça s'est arrêté. Vous étiez tranquille, vous avez revécu. Voilà. Alors là, vous avez commencé à vivre finalement. Tout à fait. Donc, le fait justement de pouvoir se coucher sans être embêté, c'était vraiment superbe, quoi. Ah Et oui. j'ai quitté la marine en 84, j'avais 22 ans. J'ai travaillé 4 ans dans une usine à côté de chez mes parents. Et là, ça a recommencé de plus belle. Ah donc, c'est revenu, quoi. Ah, c'est revenu. Et là, bon, et là, avec ma mère, enfin, on s'est renseigné et j'ai pu avoir un rendez-vous avec le prêtre exorciste de l'évêché de Toulouse. Donc, cet exorciste m'a reçu. Et bon, ils ont fait des messes pendant 6 mois, ça s'est calmé pendant 6 mois, mais je dirais que, alors, il m'a déconseillé fortement de lire des livres ésotériques. C'est ce que je Oui. faisais à l'époque, parce que moi, je voulais Bah comprendre oui, pourquoi j'étais bien sûr. différent des autres, naturellement. Et en gros, il m'a fait leçon de morale à ce niveau-là, quoi. Ce que j'ai pas vraiment aimé parce qu'il m'a pas expliqué le pourquoi du comment, pourquoi j'avais ça, hein. Bah, l'Église catholique est complètement contraire à tout ça, hein. Ça, Voilà. c'est de la sorcellerie pour eux. Et peu de temps après, donc je me suis rendu après au diocèse de Saran-Colin, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Et là, tout simplement, on m'a dit que je ne dépendais pas de leur diocèse, donc ils ne me recevaient pas. Voilà. Ah ben d'accord. Et on a fini par apprendre qu'il y avait un prêtre exorciste à Carcassonne. Donc, je suis parti avec ma mère à Carcassonne. Et là, c'est un vieux monsieur de 81 ans. Un curé, donc. Ah oui, le curé exorciste de l'évêché de Carcassonne. Là, il m'a reçu, en quelques mots, il m'a demandé ce que j'avais, je lui ai expliqué, voilà. Et là, il m'a fait recopier un texte ancien. Bon, je ne me rappelle pas la teneur de ce texte, mais il me l'a fait recopier. Et à ma grande stupéfaction, il a sorti un, un pendule de sa poche et il a Un pendulé, pendule, le curé? oui, un pendule. Et il a pendulé sur le texte que j'avais recopié. Et là, il m'a dit, mais vous êtes un médium. Et il m'a dit, celui qui vous en veut, il est dans l'au-delà. C'est par rapport à une vie antérieure, il m'a dit. Oh ben dites donc, c'est un curé branché, hein. Ah oui, et il m'a dit, l'Église ne peut rien pour vous, on peut rien. Il me dit, puisque cette entité est de l'autre côté, donc c'est un électron libre qui ne s'est pas réincarné et qui vous en veut. Voilà, d'où les attaques. Et il m'a dit, plus vous avancerez dans l'âge, plus vous rentrerez dans la lumière, plus vous arriverez à le repousser. Voilà.
Donc, il vous a dit Et que vous étiez possédé, c'est ça, quelque pas, part? pas possédé, mais que j'avais cette emprise sur moi. Voilà. Oh, donc, vous étiez sous emprise d'une entité. Voilà, voilà. Et par la suite, ben, j'ai rencontré une dame formidable à Toulouse, à Nimouret. Je ne sais pas si elle est toujours vivante, cette dame, parce que je l'ai rencontrée, j'avais 32 ans, donc vous voyez, quelques années après, et elle, elle avait bien 70 ans à l'époque, hein. Et là, par l'intermédiaire de son guide, elle m'a raconté trois vies antérieures qui m'avaient marqué, affecté, et notamment cette vie où j'avais connu l'entité qui m'a toujours embêté. Et elle a été impressionnante parce qu'à l'âge de 12 ans, moi, je voyais des flashs de vie passée, et notamment ces trois vies-là. Et quand elle m'a raconté, elle avait plus de détails naturellement, je me suis dit, mais comment elle fait pour savoir des choses qu'elle est censée ignorer? Et vraiment, c'est là où je me suis dit aussi que j'étais pas fou, vous voyez? Ah oui. Et surtout, elle m'a impressionné aussi, elle a cité le prénom de mes parents, alors que moi, je lui avais rien dit. Elle m'a dit, elle m'a raconté mon cursus scolaire quand je commençais à me battre avec les autres, parce que vous voyez, j'étais pas facile non plus en tant que gamin, vous voyez, à cause de cette force qui m'embêtait. Elle m'a raconté tout ça. Et c'est là qu'elle m'a dit, eh ben, voilà, vous êtes médium. Et elle m'a conseillé d'aller voir une magnétiseuse à l'époque qui était à Tournefeuille, ce que j'ai fait. Et cette magnétiseuse, eh ben, m'a enlevé un peu les scories, je disais, enfin, elle disait ce que cette entité me laissait au fur et à mesure des attaques. Ça fait comme une glu que vous avez sur vous qui Ah vous oui. empêche de Oui. vous épanouir, de vivre, hein. Et voilà, donc cette magnétiseuse, je l'ai vue pendant quelques années. Vous voyez, chaque fois que je descendais dans les Pyrénées, ben, j'allais la voir. Et, courant de l'année 2000, j'ai fait une formation de magnétisme avec elle. Et précédemment, j'avais rencontré deux voyantes à Paris qui m'avaient dit, on vous fait dire là-haut que vous pouvez guérir les gens. Et moi, honnêtement, les deux voyants, bon, je les avais écoutés, mais bon, sans plus, hein, puisque moi, vraiment, j'étais plus dans l'écriture inspirée, puisque je pratiquais déjà l'écriture depuis 5 années. Bon, la deuxième me dit la même chose, on vous fait dire là-haut que vous pouvez guérir, ok. Et la magnétiseuse, moi, j'allais la voir à titre personnel, puisqu'elle elle me dégageait, si vous voulez, de l'emprise de cette entité. Et un jour, elle me dit, tu sais, Patrick, je vais organiser des stages de magnétisme, tu devrais venir. Et là, je me suis dit, bon, ça fait la troisième Oui. personne. Et c'est surtout que là, bon, c'est facile de dire aux gens, vous pouvez magnétiser, vous pouvez ci, vous pouvez ça. Mais après, qu'est-ce qu'ils en font, les gens de ça? Vous voyez? Que là, de suite, moi, elle m'a dit, j'organise des stages. Donc, et le premier stage, au départ, je ne sentais absolument rien. Rien du tout? Ah, rien du tout. Et c'est ce que j'explique aussi en conférence. Nous étions 5 ou 6, dont il y en a un qui était allongé sur la table de relaxation. Nous avions tous les mains donc, sur la personne. Les gens avaient les yeux fermés, puisqu'elle nous avait dit qu'il fallait fermer les yeux. Et moi, je ne sentais absolument rien. Et elle, elle était assise plus loin. Et par deux fois, elle me dit, Patrick, ce n'est pas la tête qui travaille. Oui, ah oui, c'est ça. Donc, par deux fois devant tout le monde, elle a fait comprendre que je ne sentais rien. Vous voyez, c'est ça qui était prodigieux quand même. C'était Bon, votre mental, oui, qui vous empêchait de... Voilà, c'est c'est ça. ça. Et là, à un moment, je me suis dit, mais je vais me mettre dans le même état que quand j'écris en écriture intuitive. Et là, c'est parti. Là, j'ai senti comme du courant dans le corps. J'ai eu des flashs sur la personne, vous voyez, même des flashs de passé, d'avenir. À un moment, sur une personne, j'ai vu même ses filles, vous voyez. Voilà. Et je me suis donc rendu compte que ça fonctionnait. Et donc, quand j'allais ben, dans les Pyrénées, tout un samedi après-midi, je participais à ces stages. Et rapidement, elle m'a changé de groupe, elle m'a mis dans un groupe, je pense, qui était plus fort. Voilà. Et pendant plus d'une année, j'ai suivi cette formation. Et le dernier stage que je devais faire, moi j'étais en route pour aller à Toulouse, justement, elle m'a appelé, elle m'a dit, Patrick, je suis obligé d'annuler, tout le monde a un imprévu. Voilà. Alors j'étais déçu, hein.
Et du coup, bon, eh ben, je suis parti directement à Paris, puisque de toute façon, le dimanche, je devais reprendre la route pour Paris. Alors bon, je me suis dit, ben, autant partir dessus. J'avais déjà fait 100 kilomètres en direction de Paris, donc ben, voilà, je suis parti sur Paris. Et peu de temps après, oui, ben, c'était en 2002, nous avions acheté avec mon ex-femme une maison. Et moi, j'avais pris des congés pour, si vous voulez, remplacer le parquet dans les chambres, enlever la moquette et mettre du parquet. Donc, c'était un samedi, je m'étais levé à 8 heures pour commencer les travaux. Et à 8h30, ma mère m'appelle, elle me dit, Pascal, dont mon ex-belle-sœur, elle est dans le coma à Toulouse, elle a attrapé la légionellose. Et elle me dit, donc les médecins ont dû la plonger dans un coma artificiel puisque les poumons, enfin les organes vitaux étaient attaqués. Et elle me dit, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux la magnétiser? Et je dis, mais maman, je suis à Paris, elle est à Toulouse, imagine, comment veux-tu que je fasse? J'ai appelé une cousine qui, elle, est implantée. Hein. Elle a commencé le magnétisme à l'âge de 26 ans, vous voyez, donc elle était déjà, elle avait un cabinet. Je lui dis, voilà, comment je fais? Et là, elle me dit, il te faut trouver une photo d'elle et magnétiser à partir de la photo. Alors, j'ai trouvé des photos du mariage de mon frère, j'ai découpé une photo pour qu'elle soit toute seule, et là, j'ai magnétisé. Et là, je dirais qu'un quart d'heure après, j'ai été pris de nausées, j'ai failli tomber dans les pommes, envie de vomir. Et je savais pas, parce que tout simplement, je ne savais pas me protéger, comment me Ah, d'accord. protéger. Vous Donc, avez pris son mal à elle, j'ai quoi. pris son mal. Et donc, je l'ai rappelé, elle m'a dit oui, il faut te protéger, voilà, bon. Et alors, en fin de compte, je bricolais un peu, je m'arrêtais, je la magnétisais, vous voyez, 10 minutes juste, et puis voilà. Et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu que je voyais des choses. Et le problème, c'était que mon frère n'y croyait pas du tout à tout ça. Donc, voilà. Alors, j'ai fini par lui dire, tu sais, Alain, là, je sens que le cœur, il est à 170, 180 pulsations, vous voyez. Et je me disais, mais est-ce qu'un cœur peut battre aussi vite? Alors, j'avais été voir sur Internet et effectivement, avec une crise cardiaque, le cœur peut monter à ces Oui. fréquences. Et donc, je lui en avais parlé, il m'écoutait. Et puis, c'est vrai que par 2 fois ou 3 fois, lui, l'hôpital l'a appelé en pleine nuit en lui disant, venez vite, elle va mourir, son cœur s'emballe, elle va avoir une crise cardiaque. Et par 2, 3 fois, il a été là-bas et elle est passée au travers, quoi. Elle n'a pas eu de crise cardiaque. Mais vous travailliez à ce moment-là sur elle? Sur elle à distance, oui. Oui, oui, à distance. Et ensuite, eh ben, un jour, j'ai vu qu'elle avait de la fièvre. J'ai dit, écoute, elle a 40. Ben, il me dit, je sors de Rangueil, il me dit, elle a pas de fièvre, elle a même pas 37. Il me dit, non. Mais écoutez, 3 jours après, elle avait 40 de fièvre. Donc, je me suis rendu compte que je voyais dans l'avenir. Donc tout ça, petit à petit, mon frère, il a commencé à se poser des questions quand même, parce qu'il a constaté que ce que je disais, ben, ce n'était pas des bêtises. Et notamment, un jour, je lui ai dit, tu sais, Alain, il y a du sang dans la poche des urines. Et De sa femme, de de sa votre femme, belle-sœur, de oui. sa femme. Et je lui ai dit, il y a un problème au niveau de la jambe gauche. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai dit, si tu vas là-bas à Rangueil, regarde ce qu'elle a à la jambe gauche. Il y a été, ouais, 2, 3 jours après, et à un moment où une infirmière était sortie, il a soulevé le drap et il a vu qu'elle avait un cathéter, si vous voulez, au niveau de la jambe gauche. Et peu de temps après, l'hôpital s'est rendu compte qu'elle avait attrapé un staphylocoque Oh, bah, dis donc. qui était passé par ce cathéter. Donc, c'est pour ça qu'il y avait du sang dans les urines, parce que le staphylocoque avait attaqué en plus voilà, l'organisme. Donc tout ça force mon frère, il s'est dit, mince, comment il fait pour voir tout ça? Oui. Mais je jouais vraiment sur une corde raide parce que, vous savez, quelqu'un qui croit pas, c'est Ah, compliqué. bah oui, je sais, oui. C'est Mon compliqué. père ne croyait rien, alors ça, je sais, je C'est sais. compliqué. Oui. Et au bout d'un mois, pratiquement d'un mois, hein, je travaillais pas tous les jours dessus, mais pas loin. Je communiquais avec elle, hein, vous voyez. Et Elle, surtout, elle vous parlait, enfin, vous parlait, oui. oui,
moi, j'entrais en contact, mais surtout via ma guide et mon grand-père. Mais c'est surtout au début, je l'avais vue de l'autre côté. Elle était décédée, enfin, elle était dans l'au-delà avec son père. Vous voyez, j'avais vu qu'elle était auprès de son père et elle voulait pas revenir. Elle était bien avec son père. Elle a fait une NDE? Elle a fait une... Oui, mais elle n'a aucune souvenance de ça, elle. Quand elle est Ah, c'est drôle, hein. revenue, je dirais, quand elle est sortie du coma, elle n'a aucune souvenance de ça. Donc elle est Et partie, elle voulait parvenir. voilà, Et c'est c'est une ça. NDE, quoi. Donc j'ai eu, oui, mais pour elle, non conscient. Ouais, c'est ça, oui. Mais moi, j'avais eu accès comme ça à son âme. Et au bout d'un mois, j'ai entré en contact avec elle et elle me dit, tu sais, Patrick, je vais sortir du coma demain à 18 h. Et C'est là, incroyable, votre histoire. ouais, mais quand elle me dit ça, je me dis, bon, ok, je vais appeler mon frère. Mais si c'est pas vrai, si je me trompe, déjà que, vous voyez, c'était un peu Alors compliqué. là, il va me... Voilà. Donc, parce que j'ai pleuré plus d'une fois, je peux vous dire, en la magnétisant, hein, parce que je doutais, naturellement, je doutais, c'est compliqué quand même. Et j'ai appelé mon frère, il m'a pas répondu, j'ai laissé un message. Et dans la foulée, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit. Il y avait Et, des preuves. et voilà. Et Il y ma avait mère des m'a preuves. appelé le lendemain à 17h30. Elle est sortie du coma le lendemain à 17h30. Je me suis trompé d'une demi-heure. Oui, enfin, 18h, 17h30, hein, c'est autour de 18h. Mais Voilà. alors, dites-moi, Patrick, là, c'était le début, mais vous étiez déjà dans la police, donc vous voyiez Ah les choses. oui, j'étais dans la police. Là, j'étais dans la police, moi, déjà depuis 1988. Et là, nous étions en 2002. 2002. Alors, 2002. est-ce que là, vous dites quand ça a commencé, vous voyiez. Alors, pour qu'on soit bien, vous voyiez déjà des choses quand vous étiez dans la police au moment des interrogatoires. Tout à fait. Alors, Mais si vous voulez, au niveau, j'avais commencé à Créteil à essayer de rentrer en contact avec des meurtres, enfin des gens qui avaient été tués. Donc moi, je récupérais la photo du défunt au travail, j'apportais la photo chez moi et j'essayais après d'entrer en contact via l'écriture. Mais je me suis vite arrêté parce que la plupart de ces gens-là, ils étaient soit dans le bas astral, soit ils n'étaient pas encore montés, et puis souvent c'était des gens qui étaient loin d'être honnêtes. C'était vraiment, c'était pas des enfants de cœur, comme on c'était dit. pas des enfants de cœur. Donc j'ai vite arrêté parce que là, je sentais que j'étais Ah oui, euh, vous alliez partir avec eux, happé, quoi. happé dans le noir. Ouais, Voilà, et je me suis dit, ouais. là, non, j'arrête. Je vais me contenter, moi, de mes ressentis au niveau des interrogatoires, mais je ne vais pas aller au-delà. Voilà. Donc là, alors donc on est parce que j'ai écouté votre conférence, comme j'ai dit au début, et là à un moment donné, vous avez il y a quelqu'un qui est mort, une vieille dame qui est morte. Hein. Est-ce que vous pouvez me raconter parce que ça c'est fascinant. La vieille dame que vous allez voir, Oui, vous alors, allez la voir là vraiment. oui, alors cette dame, je l'ai appelée Tati Daniel. Oui, c'est ça, Tati, Voilà. comme le film. Voilà. Alors, en fin de compte, ça, c'est pareil. C'était en 2002, vous voyez. Moi, j'avais acheté la maison, là, justement. Vous voyez, peu de temps. Donc, c'était peu de temps après que ma belle-sœur était dans le coma et autres. Donc, moi, enfin, j'étais reparti en école en 2001 pour être officier de police judiciaire. Donc, j'avais alterné pendant un an le travail et l'école. Et en 2002, je passe au PJ, donc, et euh, OPJ, c'est officier de police officier de judiciaire. police Ah, judiciaire. c'est Voilà. ça. Et là, mon chef de groupe, nous étions au mois d'août 2002. Mon chef de groupe vient, il avait un dossier dans les mains, il me dit, on est saisi d'une enquête par le parquet de Paris. Il y a une dame qui est morte chez elle au mois de juin, donc, vous voyez, juin, presque Juillet, août, 2 mois. 2 mois avant. Le commissariat a mal travaillé, hein, au niveau de la recherche des causes de la mort, parce qu'en fin de compte, cette dame était morte à son domicile d'avoir inhalé des fumées. Donc, il y avait eu un incendie sur sa porte d'entrée et cette dame était morte d'avoir inhalé Asphyxié, des quoi. fumées, asphyxiée. Et donc, mon chef de groupe, il me dit, eh bien, écoute, comme tu es au PJ, eh bien, tu vas inaugurer, tu vas faire la perquisition de l'appartement et les constatations. Et moi, je pars un peu, bon, un peu stressé parce que les constatations, c'est pas mon truc. C'est pas, c'est très fastidieux.
les Et ça constatations. doit être long, non? C'est très très long et puis après c'est des heures et après c'est des pages à rédiger pour remettre en forme tout ce qu'on a fait et voilà. Et C'est tout pas ce que comme vous ça, avez vu. voilà et tout ce qu'on Et a puis, fait il est faut pas se mesuré tromper. et voilà et mesuré voilà. Voilà. Et là il faut rien laisser de côté, hein. Ouais. Et donc moi on enlève la porte blindée puisque la porte d'origine avait brûlé, la police avait fait mettre une porte blindée, on fait enlever cette porte blindée et on rentre dans les lieux. Et l'appartement était entièrement noirci par la fumée par la suite. Et moi, bon, je commence à me dire, voilà, comment je vais m'organiser. Et je rentre seul dans la chambre à coucher. Et là, je vois le lit qui est au milieu de la pièce, avec le lit était défait et on voyait la trace du corps, comme dans les dessins animés. Mais Il y a la vraiment, trace. vraiment, c'est-à-dire concrètement, oui, d'accord. Voilà, on voit, il y avait cette trace blanche où le corps avait reposé. Donc, on voyait bien que la dame avait voulu se lever et qu'elle était retombée les bras en croix, si vous voulez. Donc, elle était à la perpendiculaire du lit, la trace du D'accord. corps. Et là, machinalement, je me dis, ah ben, elle a compris qu'elle allait décéder, enfin, qu'elle allait y passer, quoi, en quelque sorte. Je me fais une réflexion comme ça. Et là, je sens une présence sur ma droite. Et je tourne la tête et à droite, il n'y a que la fenêtre hein, qui occupait tout le pan du mur de droite, avec un tabouret orange en plastique sous cette fenêtre. Et nous sommes au 15e étage, hein, donc il Oui. n'y a personne qui avait pu regarder par la fenêtre. Et comme j'étais pratiquement dos à la porte d'entrée, personne n'avait pu rentrer derrière moi. Donc je tourne la tête et je vois rien, je vois rien. Bon, je regarde nouveau vers le lit et je commence à prendre À des faire notes. les constatations. Voilà. Et là, je ressens de nouveau une présence. Je retourne la tête et là, je vois une personne âgée assise sur le tabouret. Et là, je me suis dit, je suis bon pour l'asile. C'est ce que je me suis dit. Et là, mais autant je sentais les défunts, vous voyez, mais sans les voir, je sentais une présence. Des fois, je me dis, bon, il y a quelqu'un qui est là parce qu'on sent, Oui. vous voyez, mais là, je la vois. Je la Alors là, vois vous êtes dit, Patrick, là, ça yoyote, là. complet. Et là, et elle me parle. Et elle est en colère. C'est les jeunes qui ont mis le feu, c'est les jeunes. Elle est vraiment en colère. Et je reste interloqué. Et Il y a de elle me dit, quoi? mais si, vous me voyez, vous m'entendez. Oh là là, je me dis. Et là, je lui dis, mais vous êtes morte. Je lui dis, il faut pas rester là. Il vous faut appeler votre guide, aller dans la lumière. Je lui dis, ne restez pas là. Et toujours en colère, c'est les jeunes, c'est les jeunes. Et là, ma guide m'envoie par flash l'affiche du film Tati Daniel. Pourquoi? Bah oui, il devait y avoir un lien, hein, Au sûrement. départ, je me dis, mais vous voyez, il y Oui. a cette dame assise, je vois en flash le film de Tati Daniel, et compliqué. Et là, en fin de compte, je me dis, mais elle est comme l'héroïne du film, elle doit avoir le même caractère, vous voyez, je me dis C'est ça. ça, oui. Et là, c'est comme si je rentrais plus en elle, vous voyez, comme si j'améliorais le contact avec elle. Et là, je la calme, je lui dis, écoutez, vous êtes morte, je vous promets qu'on va faire le maximum, mais je lui dis, j'espère qu'on trouvera le meurtrier. Et je lui dis, ne restez pas là, tout ça. Elle me dit, mais c'est les jeunes, c'est les jeunes. Je la calme et je lui dis, allez dans la lumière, tout ça. Et elle disparaît. Et là, je me retrouve tout seul devant ce tabouret orange où il n'y avait plus personne assis dessus. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais en parler aux autres? Je prends mon Les autres courage. savaient que vous étiez médium? Les autres? Les autres savaient. Ceux qui étaient Ah, dans la d'accord. pièce à côté, ils savaient. Nous étions partis à 5. Donc, je vais voir l'adjoint, Bernard, l'adjoint du chef. Je dis, voilà, Bernard, je lui ai raconté ce que je venais de vivre. Et je décris cette dame. Parce que nous, dans le dossier qu'on avait récupéré du tribunal, il n'y avait pas de photo de cette dame. On n'avait Oui, même donc pas vous ne les pouviez photos. pas inventer. On pouvait pas, et on n'avait même pas les photos de l'autopsie, alors que normalement, quand on récupère un dossier, on a les photos de l'autopsie. Oui, oui. Là, on n'avait que son nom, son adresse, c'est tout. Et une ou deux auditions du voisinage, c'est tout. Bon, voyez, rien d'autre. Et là, il me dit, ah ouais, il m'écoute, tout ça, mais il me croit parce que je l'avais magnétisé un jour et je lui avais dit que dans une vie antérieure, il avait été sorcier indien et qu'il voyait les choses à travers le feu, vous voyez, dans les braises.
Quand je lui avais raconté ça, il m'a dit, mais tu sais, quand j'étais gamin, je farfouillais toujours dans les braises, je ne sais pas pourquoi, Ah bah dis avec un donc. bâton. Ça l'avait interpellé, ce que je lui avais dit. Donc là, je lui raconte ça. Bon, il m'écoute, hein, les autres entendent, tout le monde est un peu interpellé. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit à l'instant T, hein, je dirais. Ouais. Bon, voilà. Et c'est Bernard, une demi-heure après, il trouve la carte d'identité en fouillant, en faisant la perquisition. Il vient vers moi, il me dit, mais regarde, c'est la dame que tu as décrite. Heureusement que vous l'aviez décrite, hein. Ah ouais. Et je me suis dit, je ne suis pas fou. Ah, j'étais content, je me suis dit, je ne suis pas fou. Ça a été un immense soulagement pour moi quand même. Et on est rentré au quai des Orfèvres, dont on en a parlé à Patrick, le chef de groupe, qui lui, il croit pas à tout ça, ça le, bon. Et il a pris le dossier, il me l'a posé sur le bureau, il m'a dit, c'est ton dossier. Voilà. Ah bah quand même, il était chouette, hein, quand même. Ouais, il était chouette. Pour quelqu'un qui n'y croyait pas, il aurait pu, hein, mais bon, il a été chouette. Voilà, donc j'étais chargé de moi de ce dossier. Bon, les autres ont travaillé dessus avec moi, mais Oui. il y a des moments parce qu'ils voulaient précipiter un peu les événements pour aller chercher des gars. Donc des fois, je me suis mis en colère après eux. Je leur ai dit non, il faut faire comme ça parce que là, franchement, je sentais, vous voyez, voilà. Et on a arrêté 5 mois après 5 jeunes, vous Ah, voyez. les fameux jeunes. On n'avait aucune preuve contre eux, aucune preuve. C'est vraiment au poker, ça. Et puis, le fils d'un boulanger a commencé à parler, et puis voilà. Et puis, Donc c'est eux qui avaient mis le feu? c'est eux. Alors, pour la petite histoire, les problèmes avec cette dame avaient débuté en début d'année 2002. Bon, c'est des jeunes de cité hein, qui C'est pas n'étaient des enfants de cœur non plus. pas des enfants de cœur. Donc, souvent, ils faisaient du bruit en bas, dans la nuit, naturellement. Et elle, Tati Daniel, elle remplissait des bouteilles en plastique d'eau qu'elle leur jetait du 15e étage dessus. Alors balançait sur la figure. Alors, de temps en temps, elle devait les toucher, je ne sais pas, enfin bon, bref. Et en représailles, au mois d'avril ou mars, ils étaient montés et ils lui avaient mis le feu au paillasson. Ils lui avaient cramé le paillasson. Donc, elle avait déposé des mains courantes. Elle avait été au commissariat faire des mains courantes. Enfin, voilà. Au mois de juin, ça a recommencé. Et Enfin, là, il y a eu ils une ont mis autre, la... ben, un mois après, ils ont recommencé. Et au mois de juin, ça avait dû empirer. Là, ils ont piqué un scooter. Ils ont récupéré le carburant du scooter dans un bidon et ils sont montés au 15e étage. Et là, ils ont aspergé le paillasson, mais la porte également. Ils se sont dit, oh, comme ça va bien lui noircir la porte. Et ils sont restés au niveau de l'ascenseur, regardez comment ça se passait. Donc, un a mis le feu, les autres étaient au niveau de l'ascenseur. Simplement, ils ont attendu l'arrivée d'un autre ascenseur, puisqu'il y avait plusieurs ascenseurs sur ce palier. Ils ont pris la fuite par l'ascenseur et Ouais. certains par les escaliers. Et malheureusement, le feu, il s'est propagé très rapidement. Donc ils l'ont assassiné, quoi. Alors, ça n'a pas été qualifié comme ça a été incendie d'origine criminelle ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Puisque c'est vrai qu'au départ, ils ne veulent pas la tuer. Mais bon, voilà. Bah, le résultat, c'était quand même qu'ils l'ont tué. Voilà. Donc, ils ont pris 7 ans de prison à l'époque. Alors, dites-moi, Patrick, suite à ça, parce que là, effectivement, vous avez vu cette dame, donc c'était bien que ça yoyotait pas de là-haut, vous avez Voilà. été content. Alors, comment ça s'est passé après? Dans d'autres enquêtes, est-ce que vous avez vu encore des personnes ou pas? Alors, vu des personnes, non. Par contre, là, je sentais plus ma guide, notamment sur une affaire qu'on a eu peu de temps après, une dame sur le 17e arrondissement de Paris, qui avait été lardée d'une cinquantaine de coups de couteau. Oh, bah dis donc. C'était une commerçante dont elle vendait des chaussures, voilà. Et moi, à l'époque, j'étais souvent adjoint au procédurier parce que bon, le chef de service voulait que je devienne procédurier également, mais normalement, je n'avais pas le grade pour. Donc, il y avait une opposition quand même du syndicat des officiers. C'est pas qu'ils en avaient après moi, mais eux, ils voulaient qu'on respecte la Ouais, hiérarchie policière, que ouais. ce ne soit pas un major qui passe devant un lieutenant, si vous voulez. Et là, donc, moi, j'ai aidé. On a pris cette affaire en fin de journée et on a passé pratiquement la nuit à faire les constatations. Et
naturellement, on avait le cadavre de cette pauvre dame à côté de nous, hein, c'est très long quand même, les constatations. Et elle m'avait marqué cette dame parce qu'elle avait les yeux ouverts, vous voyez, et on lisait la peur dans les yeux. La C'est pas terreur, enfin, on peut la dire, hein. terreur, ouais, Ah la oui. peur, la terreur. C'est pas souvent hein, qu'on voit ça, mais vraiment, vraiment, il y avait la terreur inscrite dans les yeux. Et le lendemain, moi, je suis revenu tout seul encore. Après, j'avais dû requérir deux témoins pour faire la perquisition des lieux. Donc, j'ai été immergé pendant 2 jours dans cette ambiance, quoi, Oui, c'est lourd, hein. c'est très lourd. Bon, dans toutes les affaires, malheureusement, c'est notre quotidien, je dirais, mais bon, Ah c'est lourd. oui. Et l'identité judiciaire trouve une empreinte digitale dans le tiroir caisse. Bon, le temps que le file se mette en route, voilà. Et en fin de compte, il était connu. Et donc, c'est quelqu'un qui avait 40 et quelques années et qui avait fait près de la moitié de sa vie en prison. Donc, on sort Encore ça. un enfant de cœur. Voilà. Lui, il était beaucoup de braquage, des menaces de mort. Enfin, c'était quelqu'un de dangereux. Et là, avec sa photo, on refait une enquête dans le voisinage en montrant aux gens s'ils l'avaient vu. Et effectivement, des gens le reconnaissent en disant oui, il a été aperçu plusieurs fois dans la rue. Voilà. Donc, ça a accrédité le fait qu'il était bien venu là. Et de toute façon, en plus, on trouvait son empreinte digitale dans le tiroir caisse. Et c'est la brigade de recherche et d'investigation qui l'a interpellé, l'Antigam, hein, ce qu'on Oui. appelle. Voilà, puisqu'on travaillait beaucoup avec eux. Et puis eux, c'est des spécialistes quand même du terrain, voilà, pour ce genre de choses. Ils l'ont interpellé une dizaine de jours après. Hein. Ça a été compliqué parce qu'il s'était rasé les cheveux, il s'était teint les cheveux, vous voyez. Pour pas qu'on le reconnaisse, bien sûr. Pour pas qu'on le reconnaisse. Et ils réussissent à l'interpeller dans un quartier chaud de Paris. Donc, ils ont dû vite l'extraire parce qu'ils ont commencé à être pris à partie ben, Par les petits copains. par les petits copains, on va dire, voilà, comme d'habitude. Et de là, on le ramène au quai des Orfèvres, dont il était menotté aux chevilles et aux poignets. Et là, le chef de service dit à mon chef de groupe, c'est Patrick qui fera l'audition. Bon, alors moi, bon, c'était bien qu'il pense à moi, c'était gratifiant. Mais et là, j'ai eu affaire à un gars qui est une boule de nerfs, dont les gars de l'Antigame le déposent devant le bureau, il était au sol, hein, il injuriait tout le monde. Enfin voilà, bon, j'essaie de calmer parce qu'il fallait bien, moi, après que je démarre mon interrogatoire. Hein. J'attends que tout le monde se calme, voilà, que ça se calme, voilà. On le fait asseoir sur la chaise en face de moi, voilà. Et en plus, à ma droite, j'avais une magistrate qui faisait un stage. Donc, j'ai dû faire son interrogatoire en présence d'une magistrate. Et Donc, stagiaire. stagiaire. Alors, c'est jamais trop évident parce que, Ben bon, non. il faut faire attention à ce qu'on dit verbalement parce que des fois, c'est vrai, on peut se laisser emporter par des mots. Et puis, c'est vrai que souvent, on tutoie hein, dans Oui. les interrogatoires, on tutoie les gens. Ils font pareil que nous, hein, d'ailleurs. Hein, mais bon. Et souvent, ils nous traitent de noms d'oiseaux. Hein. Et bon, des fois, ça peut, dans les échanges verbaux, ça peut un peu Un partir, peu déraillé, quoi. un peu dérailler. Voilà. Et donc, on commence l'interrogatoire. Au départ, il ne voulait pas donner son identité. Enfin, voilà, il finit par le dire. Et à un moment, j'ai dit, comment vous expliquer qu'on trouve, enfin, que des gens vous reconnaissent sur photographie pour être venus sur le 17e et dans cette rue-là. Il me dit, oh, de toute façon, les gens se trompent, je ne suis pas venu, voilà. Et à un moment, j'ai dit, mais comment vous expliquez qu'on trouve votre empreinte digitale dans le tiroir caisse? Et là, il me dit, c'est ma pute de mère qui a enfanté un autre diable comme moi, dont c'est mon frère jumeau. Et là, mais ça a été impressionnant. J'ai une voix dans ma tête, ma guide, qui me dit, stop, stop, ne rentre pas en lui, stop. Elle me dit, vous en avez assez, stop, pour qu'il aille en prison, stop. Et naturellement, j'écoute. Hein. Juste à la fin, la magistrate sort du bureau et je lui dis ben, tu vas signer ton procès verbal. Il me dit non, non, je ne signerai rien du tout. Ben, je lui dis tu n'as pas le courage de ce que tu dis en fin de compte. Et il me dit si, si, tu as raison, je vais signer.
Comme ça, quand tu vas m'enlever les menottes, que tu vas me donner le stylo, je vais te le planter dans la gorge et je vais te crever comme une merde. Et là, naturellement, je lui dis, ben, de toute façon, il n'y a pas de souci, tu signeras rien du tout. Je lui dis, ta signature, on s'en fout d'une façon ou d'une autre. On a ton ADN, les témoignages. J'ai dit, tu vas partir en tôle et je lui dis, on ne reverra plus ta sale gueule. Voilà. Et de là, donc, il est évacué. Et on apprend quelque temps après, je crois 2, 3 mois après, qu'il meurt à Fleury-Mérogis en mangeant. Il s'était étranglé en mangeant une quenelle de saumon. Ah bah dis donc. Et il avait été placé en QHS, il avait été mis à l'isolement parce que dès qu'il est arrivé en prison, il s'en est pris aux autres détenus, voilà. Et quand nous, on l'a eu, déjà, il avait franchement un visage qui faisait peur, il avait des pustules sur le visage, voilà. Il avait une tête qui faisait peur déjà comme ça. Mais tout le monde, hein, tous les gens euh, qui se sont approchés de lui, tous ont dit, il a le diable en lui. Même des gens qui ne croient pas, vous voyez, tous ont Oui. dit, il a le diable en lui, ce type-là. Et moi, honnêtement, quand ma guide me dit ça, me dit stop, je sens qu'il y a une force démoniaque dans cet homme. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, vous voyez. Qu'il n'y a pas que lui, qu'il n'y a pas que lui Oui. dans ce corps-là. Et c'est pour ça que ma guide m'a mis en garde et que Alors, que vous l'avez écouté. je l'ai écouté. Mais alors, vous dites votre guide, des fois vous dites votre grand-père. Alors, mon grand-père, lui, c'est mon guide pour le magnétisme, et c'est toujours lui qui est présent avec moi quand je magnétise. Mais ma guide spirituelle, souvent elle est là hein, quand je magnétise également, mais des fois non, voilà. Mais ma guide spirituelle, c'est ma guide spirituelle, et mon grand-père, c'est pour le travail, en quelque sorte, quoi. Patrick, le fait, alors vous avez bien expliqué que dans les interrogatoires, évidemment, vous sentez les choses, vous voyez les choses, à part Tati Daniel, hein, que vous avez Oui, que vu, j'ai vu à part visuellement. Tati Daniel, est-ce qu'on peut dire que le fait que vous ayez ce don, cette capacité de médiumnité, ça vous a aidé dans votre travail de policier? Alors, ça m'a énormément rendu service. Parce que bon, je ne sentais pas non plus que les délinquants, même avec les collègues, bon, j'avais des ressentis, donc je savais quand quelqu'un ne m'aimait pas ou tout simplement qu'il fallait que je m'en méfie. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est, je dirais, c'est commun à tout le monde. Après, on Oui, oui. exploite ou pas ses ressentis ou pas. Mais bon, moi, je l'avais ça. Donc, il y avait des gens, je savais très bien qu'il ne fallait pas à ce que je m'attende à des merveilles avec eux, tout simplement. Voilà. Parce que naturellement, tout ça, ça a parlé à la brigade criminelle, les gens en parlaient, dont il y a ceux qui me considéraient à la limite comme un fou. Oui, voilà, ils n'aimaient pas ce côté paranormal en moi. Vous voyez. Après, moi, j'avais des résultats au niveau de mes auditions. J'étais très bien noté à ce niveau-là. Vous voyez, donc, bon, est-ce qu'il y avait un fond de jalousie de la part de certains? J'en Oui, sais. sûrement, oui, sûrement. Et disons que moi, je sortais des sentiers battus par rapport voilà, à ce qu'on demande à un policier. Mais j'ai toujours été quand même rationnel dans ma façon de travailler. Même Oui, c'est si ça que je voulais vous après, poser. Oui, comme voilà, question. moi, je suis resté flic. C'est-à-dire, il faut des preuves, vous voyez. Il Oui, faut c'est pas se ça, c'est contenter ça. de... Moi, mon ressenti m'aidait pour chercher des preuves. Voilà. Mais vous aviez toujours les pieds sur terre. J'avais toujours les pieds sur terre et je les ai toujours. Vous les avez toujours. J'ai Alors, gardé cet instinct flic, donc même si j'ai ces possibilités-là, je reste quand même les pieds sur terre. Je vérifie toujours, voilà, si c'est plausible, véridique ou pas. est-ce que vous continuez bon, vous donnez des conférences, mais est-ce que vous continuez, vous faites des séminaires pour l'écriture automatique et Alors, l'écriture, voilà, moi je donne des cours maintenant de magnétisme. Je oui. fais des formations en magnétisme et je fais également des formations pour l'écriture automatique et intuitive. Alors, c'est quoi ça, Alors, l'écriture la automatique? différence, l'écriture automatique, vous êtes en contact avec un défunt, simplement vous avez les yeux fermés, vous sentez une force qui passe par votre bras, celui Oui. qui trie naturellement, mais vous n'avez pas conscience de ce que vous écrivez. Et tous les mots sont accrochés les uns aux autres, il n'y a pas de ponctuation. Et
quand vous avez fini d'écrire, c'est assez compliqué de relire, de se relire parce qu'il faut faire la césure de tous les mots. Bien sûr, oui. Et puis souvent l'écriture, enfin, surtout en ce qui me concerne, j'ai pas une belle écriture, c'est compliqué d'aller me relire. Surtout dans les premiers temps, c'est vraiment du gribouillis, quoi, hein. Mais bon, D'accord. même si c'est du gribouillis, au départ, c'est que ça fonctionne, parce que les gens se disent, ah, mais c'est que des gribouillis. Mais ils ont déjà commencé à amorcer le processus. Après, c'est comme dans tous les métiers, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, oui, c'est ça, hein, pratiquer. Et ça, Donc, au début, je voulais pas, moi, former des gens. Je voulais pas, parce que c'est une pratique qui est dangereuse, hein. Attention, ça, on ah peut, oui, mais expliquez-nous. oui, on peut être en contact avec le bas astral. Bah, c'est ça, oui, c'est Et le ça. bas astral, il y a des marioles de l'autre côté quand même, Oui. donc c'est dangereux. Et c'est Florence Hubert qui me dit, mais si, tu devrais former les gens. Bon, et puis ma guide, un jour, m'a dit, si, tu peux, fais-le. Voilà. Donc maintenant, vous formez des gens. Je formais, mais surtout, je les sensibilise bien à la dangerosité de la chose. Ah Donc, oui. je leur dis, voilà, il y a un temps à ne pas dépasser. Il faut entrer en contact avec quelqu'un que vous connaissez au départ. Alors, naturellement, c'est souvent quelqu'un de la famille, parce que la plupart des gens ne connaissent pas leur guide, hein, donc c'est Oui. souvent un défunt. Et je dis, si après vous voulez rentrer en contact avec quelqu'un d'autre, vous commencez toujours par rentrer en contact avec le défunt que vous Que avez vous déjà connaissez. contacté. Et c'est lui qui sert d'intermédiaire à chaque fois. Ah, d'accord. Moi, c'est ce que je fais parce que quelquefois, j'ai des gens qui m'envoient les photos d'un défunt pour rentrer en contact avec. Moi, je commence déjà à demander l'autorisation. Donc, je contacte ma guide et je lui demande, voilà, est-ce que j'ai l'autorisation de rentrer en contact avec cette personne? C'est oui ou c'est non. Parce que des fois, le défunt, il a un hôpital de reconstruction, ça peut mettre du temps. J'ai l'accord ou pas. Donc, je conviens d'un rendez-vous. Vous voyez, voilà, je dis, eh ben, je le ferai demain ou après-demain à telle heure. Voilà. Donc là, pour le rendez-vous, quand le rendez-vous arrive, je rentre en contact avec ma guide. Donc, je commence à écrire avec ma guide et ma guide me dit, je passe la plume à telle ou telle personne. Vous voyez, Donc c'est ma votre guide. contact avec les défunts, c'est à travers l'écriture automatique. Ah, voilà, D'accord. expliquer en ce qui me concerne, hein, maintenant. Oui, d'accord, Donc, d'accord. voilà. Et là, ma guide me passe le relais pour que je rentre en contact directement avec la personne. Vous voyez, mais c'est ma guide qui fait l'interface. Ah, d'accord. Oui, pour juste. Alors, Ah oui, voilà. d'accord. Ça me sert, moi, de sécurité. D'accord. Voilà. Et la différence après, donc, l'écriture automatique, bon, naturellement, vous ne savez pas ce que vous écrivez, voilà. Et l'écriture inspirée, moi, j'y suis arrivé par la suite, bon, à force de pratiquer aussi. L'écriture inspirée, vous avez les yeux ouverts, et là, vous voyez les mots par télépathie s'inscrire dans votre tête. Donc, vous écrivez, mais vous savez déjà ce que vous allez écrire. D'accord. Vous voyez? Simplement, des fois, pour me montrer que c'est bien eux qui sont aux commandes, ils changent un mot au dernier moment. C'est-à-dire, C'est-à-dire, par exemple, si je vois la phrase il va pleuvoir demain, et là, au dernier moment, ils me mettent il va peut-être pleuvoir demain. Vous voyez, ils changent, quelque chose. ou ils emploient un autre mot, tout Oui. simplement. Oui, c'est-à-dire, c'est pas vous qui gouvernez, c'est eux, quoi. Voilà. Alors, ça me rassure aussi parce que comme ça, je me dis, c'est pas dans ma tête, je me fais pas un film dans ma tête aussi. Vous Voilà, voyez, c'est ça, oui. c'est important ça. Oui. Et donc, voilà. Et c'est surtout la rapidité. C'est la rapidité parce que moi, j'en ai mal des fois à la main, hein, mais c'est très rapide aussi l'écriture intuitive. Mais dans le cas de l'écriture intuitive, je peux poser également des questions. C'est un dialogue en fin de compte. Et ils vous répondent. Ils me répondent, voilà, donc c'est un dialogue. Alors, souvent, j'ai eu des contacts avec des gens. Il y a des fois, j'ai posé le crayon et j'ai fini de parler comme ça, sans écrire. Parce que moi, j'ai pas besoin d'écrire en fin de compte. Vous voyez, dès que j'ai amorcé le contact, je peux arrêter d'écrire et si je perds pas, vous voyez, le fil, je vais comme ça discuter avec eux et la personne en même temps, vous voyez. Alors, l'écrit, c'est qu'il y a des traces. Les gens, Oui. après, aiment bien repartir avec les écrits. Il y a une trace. Oui, c'est ça. Il y a une autre. Donc là, médium. Alors, les guérisseurs, vous avez aussi.
guéri, si j'ose dire, beaucoup de vos collègues. Alors Vous moi, avez j'ai commencé magnétisé beaucoup de vos justement, collègues. voilà, quand j'ai pris les cours en 2000, ben, après avoir écumé, si vous voulez, ma famille, pour ceux qui voulaient, ben, j'ai commencé à proposer mes services à des collègues de la crime. Voilà. Puis ils Et étaient donc, contents finalement. ben oui, j'étais content. Et petit à petit, le bouche à oreille, il y a d'autres groupes qui l'ont appris. Donc, il y a des gens qui venaient me voir, tiens, tu peux me magnétiser, voilà. Et après, c'est passé à la brigade des stupéfiants et même de l'antigan, certains venaient, voilà. Et petit à petit, ça a dépassé mon univers professionnel. Des gens dans Paris, voilà, dont je partais entre midi et 15, aller magnétiser les gens à leur domicile. Voilà. D'accord. C'était le policier qui partait avec son petit baluchon. Alors là, je pouvais pas me trimballer avec la table parce que de toute façon, elle était trop lourde, puis elle était chez moi. Donc, je magnétisais les gens chez eux sur leur canapé ou en bordure de lit. Mais souvent, moi, je revenais avec le dos cassé parce que Ah bah oui. on peut pas travailler tranquillement comme ça. Et par la suite, eh bien, j'ai commencé à faire des rendez-vous chez moi. Voilà. Et puis à distance. Et à distance, beaucoup à distance, oui. Ouais. Hein. Puisqu'en fin de Aujourd'hui, vous compte, à faites beaucoup à distance, distance. ça a bloqué. Non, 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 moi je vous entends. Parce Moi je qu'à vous distance, entends. à fin de compte, c'est d'avoir magnétisé mon ex-belle-sœur comme ça à Ouais. distance qui m'a fait quitter le. C'est l'oiseau qui a quitté son nid. J'ai compris que j'avais plus besoin de prendre des cours et que je pouvais voler de mes propres ailes. Vous Parce que pouviez, à voilà. distance, c'est plus compliqué, hein, c'est Ça doit être plus fatigant. plus fatigant peut-être un peu, mais c'est surtout, c'est nous. On doit vraiment se faire encore plus confiance parce qu'on Ah sent bah des oui. choses, mais la personne est pas là. On va pas entendre le ventre qui va faire des glouglous. Vous voyez, Oui, oui, oui. c'est plus. Des fois, on se dit, mais est-ce que je sens bien les choses? Vous voyez, c'est plus perturbant, je dirais. Voilà. Moi, après, à l'issue du soin, j'appelle les gens. Donc, je leur dis, voilà, j'ai ressenti ça, et eux me confirment aussi ou pas ce qu'ils ont ressenti, vous voyez. Oui. Donc, pour terminer, parce que malheureusement, il faut terminer, hein, Oui, Patrick, moi je vous écouterai pendant des heures. C'est passionnant. Mais voilà, vous avez un don hein, de parler avec les. Tout le monde n'est pas. Je sais qu'il y a maintenant tout un tas de cours de médiumnité. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est médium. Hein. Alors oui, ça m'énerve. J'ai déjà fait des articles là-dessus parce que ça m'agace. Depuis le confinement, tout le monde est passeur d'âme et tout le monde est médium. Et ça, non, tout le monde n'est pas oui, médium et non, tout le monde n'est pas passeur d'âme. On peut développer son intuition, ça, je suis bien placé pour le dire. Mais tout le monde n'est pas médium pour parler avec les morts, enfin avec les morts. Alors, vous nous dites quand même, vous me direz si j'ai bien compris, que l'écriture automatique ou intuitive, on peut quand même, moi qui ne suis pas du tout médium, je peux avoir un contact avec les décédés, avec les tout personnes à qui sont fait, tout à fait. décédées. Mais tout le monde est médium, hein. Oui, alors Après, on est tous c'est un peu comme les médium mains. quand même. On est tous un peu médiums. Après, voilà, c'est le formatage qui fait que dans la vie, on vous dit, mais c'est des conneries, tout ça. Et puis voilà, et on se ferme de plus en plus et on se coupe de ces possibilités-là. C'est tout. Oui, mais enfin, on est quand même. Quand on voit, bon, moi j'ai interviewé beaucoup de médiums. Hein, vous êtes le dernier sur la liste. Hein, je veux dire, Oui, j'ai interviewé Florence Hubert, oui, Christelle Dubois, j'en ai, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, enfin j'en ai ouvert des vrais. Hein, je veux dire des oui. vrais médiums, pas des rigolos. Et ça j'assume mes dires. Hein. Et donc, depuis le début, depuis qu'ils étaient tout petits, tout petits, ben, ils avaient quand même quelque chose. Donc Tout à tout le fait. monde ne l'a pas. On va Tout dire le qu'on monde a ne l'a pas. tous, Non, tout le monde ne hein, l'a on pas. va, on Bien va être sûr que non. d'accord, on a tous la possibilité de parler à des décédés, mais il faut travailler. Bon, bah, c'est comme l'intuition, ça, tout ça, ça se travaille. C'est comme tout, hein, tout se travaille. Faut pratiquer. Mais il y en a qui sont quand même un peu plus doués que les autres, ou Tout qui à ont ce fait. don, hein. Tout à fait. Mais moi, je m'aperçois qu'en magnétisant, plus ça va dans le temps et plus j'ai des contacts médiumniques en magnétisant. J'ai des défunts, souvent ils passent. Alors, je magnétise et il y a un défunt qui arrive. Donc, je fais passer des messages. D'accord. Oh, c'est Et drôle. ça m'est arrivé aussi quand je fais des conférences avec Florence, d'être à côté d'elle et d'avoir pris comme ça des contacts, vous voyez, médiumniques à partir des photos qui étaient posées. Donc, je sais que je peux le faire. Après, c'est la question de se faire confiance parce qu'en salle, les contacts en salle, c'est plus stressant,
C'est notre Il y a beaucoup manche. d'entités, beaucoup d'énergie là Voilà, pour tout, voilà. Et hein. puis il y a le public déjà qui est là, donc Oui, il y a oui. ce Il y a des stress attentes, puis aussi. des Voilà les attentes. attentes des gens. Mais Ah, ça m'est arrivé, la dernière conférence qu'on a faite ici à Fronsac, j'ai eu 4 contacts, vous voyez, avec des gens. Bon, voilà. J'ai vu que je ne m'étais pas trompé. Après, je n'ai pas été aussi long que Florence, naturellement, parce qu'il faut que je me fasse confiance, que je. Voilà. voilà. Mais bon, Florence, après, c'est Florence Hubert hein, que j'ai déjà Florence interviewé Hubert, oui, tout ici. à C'est fait. Florence Hubert. Voilà. Oui. Que ça soit, si vous voulez, que ça soit Florence, Christelle Dubois, c'est des avions de chasse, ça, comparé. Ah oui, oui, oui. Alors là, oui, c'est des avions de chasse. C'est C'est des des avions de rafales. chasse. Là, C'est c'est des des rafales. rafales. Ouais. Là, c'est Non, des- elles sont impressionnantes. Ah oui, 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 oui. Oui, là, Après, moi, là. je me suis rendu compte que j'avais plus de perception que certains médiums qui passent dans des associations. Je m'en Oui, suis ça, rendu oui, compte. sûrement, oui. Voilà. Voilà. Mais vous avez beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que vous avez Mais beaucoup. disons, pour moi, j'ai toujours dit, il faut le temps au temps. Oui, voilà. Et puis peut-être de Voilà. l'humilité, vraiment. Écoutez, vraiment, Patrick, j'ai été absolument ravi. Moi, je resterai, je sais pas combien de temps on est ensemble, une petite heure, mais je resterai des heures et des heures avec vous. Est-ce que vous auriez une autre histoire, un peu, pour finir sur une histoire, enfin pas comme Tati Daniel, mais quand même une histoire de votre parcours professionnel qui vous a frappé et grâce à vos dons, bon, alors on va dire à votre don quand même, vous avez résolu ou aidé à résoudre une affaire. Alors, je dirais aider. C'était ma dernière affaire à Toulouse en 2015, puisque moi, je suis parti en mars 2015, fin mars 2015, et je crois que c'est février 2015 ou début mars 2015, on a un meurtre à Toulouse, donc je suis à la criminelle à Toulouse. Ça se passe un week-end, le papa n'a pas des nouvelles de sa fille, il est à Lyon, il fait le trajet Lyon-Toulouse, et le dimanche, il trouve le corps de sa fille dans l'appartement, une cinquantaine de coups de couteau et du sang jusqu'au plafond et tout. Enfin, c'est affreux. C'est une collègue qui venait d'arriver au groupe crime, une ancienne des stupes, qui fait les constatations. Voilà. Et moi, le lundi, en prenant le boulot, je dis au chef de groupe, mais écoute, moi, Bernard, je voudrais aller sur les lieux parce que moi, j'aime bien m'imprégner des lieux, voilà, De voir, l'ambiance, oui. et de l'ambiance. Et donc, je rentre, là, on y va tous, hein, en fin de compte, je rentre et je sens une présence. Mais j'arrive pas à voir où elle est, mais je sens une présence. Et je me dis, c'est la gamine, elle est là, elle n'est pas montée. Et là, tous ils disent, elle est passée, le meurtrier est passé par la porte vitrée qui était légèrement levée, ainsi que le volet roulant, vous voyez. Et moi, je dis, non, il est passé par la porte. Et tout le monde était contre moi, et j'ai dit, et je maintiens, il est passé par la porte. Voilà. Vous aviez senti ça, donc. Je sentais. Et de là, j'avais un autre collègue qui avait été muté de la Crime Paris à Toulouse. Il m'écoute et on fait les têtus tous les deux. Et là, on Vous appelez regarde, quoi, pardon? on fait les têtus tous les deux. C'est quoi les têtus? Les têtus, on fait en fait, on montre bien qu'on n'est pas d'accord avec les autres. Ah, ouais, oui, vous faites les têtus, oui, d'accord. Voilà. Et là, on ouvre la porte d'entrée et on fouille dans le couloir d'entrée, si vous voulez, jusqu'aux boîtes à lettres. Et là, on trouve des petites gouttes au sol. Petites gouttes brunâtres, mais bon, ça Ouais. peut être de la saleté. Mais on fait revenir l'identité judiciaire et on leur fait faire un prélèvement qui s'avérera être plus tard des taches de sang. Vous voyez? Et on commence à entendre un maximum de monde, tout ça au niveau d'Airbus, parce que c'est une jeune qui travaille chez Airbus. Et là, moi, j'allais pour partir et je dis au chef de groupe, je lui dis, écoute, moi, je te propose un truc. J'en parle à Florence Hubert, enfin, tout ce qu'il a à montrer, tout ça, je la fais venir et voilà. Et Florence, je la fais rentrer dans les lieux, équipée et tout. Et là, moi, je lui donne aucun détail à Florence. J'ai dit, voilà, moi, je te fais rentrer, tu te débrouilles, mais tu me dis tout ce que tu ressens. Et elle rentre et elle me dit, elle est là, elle est là. Et elle avait du mal à rentrer en contact avec. Elle me dit, elle est en train de se faire un café comme si elle était toujours vivante, vous voyez. Elle n'avait pas compris qu'elle était morte, quoi. Voilà. Et petit à petit, elle finit par entrer en contact. Et là, alors elle m'explique la scène. Et là, elle me dit, elle entend sonner, quelqu'un est à la porte, elle lui ouvre la porte. Donc, ça confirmait que Ce j'avais que pas vous fait. aviez dit, oui. Et de là, elle me dit, il discute, elle me dit, elle le connaît. Et à un moment, elle me dit, je ne sais pas pourquoi, ça dégénère, il prend
un couteau dans ce tiroir. Moi, les ustensiles de cuisine, je ne savais pas où ils étaient, hein, je n'avais pas ouvert, fouillé. Donc, j'ouvre le tiroir et effectivement, dans ce tiroir-là, les couteaux étaient rangés. Donc, je me dis un bon point pour elle. Et de là, elle me dit, il prend le couteau, elle s'enfuit dans la pièce à côté, donc c'est un petit studio, enfin un T2. Elle va dans la pièce à côté et là, il la poursuit et il commence à lui mettre des coups de couteau. Et elle me dit, elle crie pas tellement c'est violent, tellement elle est Allez, saisie ouais, de peur et autres, elle n'arrive même pas à crier. Et là, c'est un acharnement, hein. Elle va sur le lit, elle passe de l'autre côté. Voilà, il a réussi à la récupérer, il la met sur le lit et il s'acharne sur elle. Voilà. Et là, elle me dit, après, je le vois, elle me dit, il va se laver les mains, il s'essuie, elle me dit les mains, il se regarde dans le miroir de la salle de bain et elle me dit, il est impassible. Il regarde le cadavre, il se regarde, mais elle me dit, aucun sentiment, rien. Elle me dit, je vois qu'il est costaud. Elle me dit, il a les yeux clairs. Elle me dit, il a peut-être une tache ou un tatouage sur un pectoral. Elle me dit, je ne sais pas trop. Moi, ce que je ne dis pas non plus à Florence, c'est que ma collègue, lors des constatations, elle a trouvé une serviette sur l'étendoir qui était maculée de sang qu'elle a saisie. Donc ça, Florence, elle ne pouvait pas le ah non, vous savoir. ne pouvez pas le deviner, Donc, non. deuxième point pour elle. Et alors, les analyses, ça met du temps, mais dans cette serviette, on trouvera un ADN, enfin deux ADN, l'ADN de la jeune fille et l'ADN d'un homme. Et donc, ensuite, Florence a dit, oui, elle voulait passer le permis moto. Elle donne plein de trucs qui étaient exacts, vous voyez. Et quelques temps après, je vais dans une conférence là, et il y a une médium, elle dit, j'ai une jeune fille, elle raconte un peu les circonstances de la mort, et je dis, ben, je la connais, c'est une jeune qui a été assassinée, c'est Maureen, je dis, je la connais. Et là, elle passe donc avec moi, et là, elle dit qu'elle n'est pas contente parce que la police n'avance pas assez vite dans Ah, l'enquête. bah dites donc. Moi, j'étais déjà parti à la retraite, j'appelle ma collègue et je lui raconte. Et je lui avais raconté notamment, Florence, tout ce qu'elle avait dit. Vous voyez, alors la Ouais. collègue, elle a écouté quand même, hein, tout ce que j'avais dit. Et puis surtout qu'au niveau des interrogatoires, elle me l'a dit plus tard, elle a beaucoup appris par mon intermédiaire. Vous voyez. Donc tout ça, ils ont écouté. Et quand ils ont eu cet ADN qui a été révélé par le laboratoire, ils ont réentendu un maximum de monde. Et là, à chaque fois, ils prenaient l'ADN. Et en reprenant l'ADN, on s'est aperçu qu'il correspondait avec un jeune qu'on avait déjà entendu au départ. C'était un ancien amant de cette jeune fille. Donc lui dit, oui, moi je suis rentré dans l'appartement, mais il y a 6 mois qu'on a rompu, voilà. On n'a jamais retrouvé le couteau. On a un peu démontré que son emploi du temps qu'il donnait pour la nuit, il y avait un laps de temps où il a pu s'absenter, ce qu'il avait fait en disant à ses copains, je suis un peu bourré, je vais me mettre sur un banc à l'extérieur du bar. Donc, il a eu le laps de temps d'aller jusqu'à l'appartement et revenir. Vous voyez. Et il a été donc, jugé, il a pris 18 ans, les avocats ont fait appel et il a repris 18 ans. Il n'a jamais avoué. Ah, il Mais n'a jamais avoué. il n'a jamais avoué. Donc, la ligne de défense des avocats, c'était que c'est normal qu'on trouve son ADN sur la serviette, alors que ça faisait 6 mois qu'ils avaient cessé toute Toute relation. relation, Et oui. donc, de là à garder 6 mois une serviette comme ça dans la. Taché de sang, oui, c'est un peu gros, oui. Hein, voilà, enfin bref. Enfin, taché de sang. Non, il dit, moi, au départ, c'est mon ADN, ok, mais il n'y avait pas de sang. Ah non, il n'y avait pas de sang, oui. Mais comme On ne j'ai garde pas expliqué, 6 mois une serviette. oui, et puis comme Voilà. j'ai dit à ma collègue, c'est pas la jeune fille qui est allée s'essuyer son sang. Quand on prend Bah non, 50 coups de couteau, on reste sur place, hein. Donc, c'est bien quelqu'un qui s'est essuyé du sang de la bien victime. sûr. Voilà. Donc, voilà. Donc, la stratégie des avocats n'a pas payé en ce qui leur concerne, puisqu'il a pris 2 fois 18 ans. Donc Voilà. voilà, donc une autre Voilà. histoire où votre intuition, enfin votre intuition, votre Voilà. Mon médiumnité a bien ressenti, marché, mon ressenti était voilà, était bon. qu'il Mais était bien écoutez, passé par Patrick, la porte. eh Voilà. bien, écoutez, Patrick, là, est-ce que on peut espérer que vous allez nous livrer des petites choses comme ça dans un livre ou pas? Écoutez, on me l'a plusieurs fois demandé. Même Stéphane Alix m'avait proposé de l'écrire, enfin, de me servir de. La Alors, préface, oui.
Je vais essayer de le faire. Là, j'ai fait une quinzaine de pages que j'ai envoyées à Vincent Amin qui sort un livre là. Donc, Oui. il a demandé à plusieurs médiums comme ça, voilà, de retracer un peu le parcours. C'est ce que j'ai fait. Donc, normalement, ça va être dans le livre de Vincent Amin là. Alors, je me suis pris un peu au jeu, mais je ne sais pas quand je le ferai. Bah, et Voilà. puis peut-être vous n'avez pas le temps. Ben, je suis pas mal occupé. Je travaille le bois, puis j'ai mes rendez-vous, hein, Bah, magnétisme. bien sûr, bien Voilà, sûr. voilà. Mais écoutez, je vous remercie infiniment, hein. J'ai été vraiment ravi, ravi, ravi. Évidemment, je vous enverrai le lien qui va sortir. L'article va sortir vendredi, hein, ou D'accord. demain, si j'ai un peu de temps, ou vendredi. Donc sur YouTube et sur mon blog, Les Chemins de l'Intuition. Voilà. D'accord. Merci Bon. Eh bien, je infiniment. vous remercie. Et écoutez, Ah bah non, c'est moi qui vous remercie parce que c'était c'était... sympa de votre part de m'avoir invité. Ah bah Voilà. écoutez, alors à très bientôt. Merci bien.